Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici le grand titre de ce lundi matin. Le 7 octobre est une cicatrice pour l'humanité. Les mots du président israélien aux premières heures d'une journée du souvenir en Israël. Souvenir de la pire attaque terroriste de l'histoire de ce pays. Près de 1200 personnes tuées par des commandos du Hamas et leurs alliés. Des kibboutz au festival Nova. C'est une société israélienne traumatisée et fracturée qui pleure ses disparus et ses otages, dont une centaine est encore à Gaza. Des milliers de terroristes cruels sont entrés dans nos maisons. Ils ont violé nos familles. Ils ont brûlé, démembré, détourné et enlevé nos citoyens, nos frères et sœurs, et avec eux des personnes de 36 nationalités différentes. C'est une cicatrice pour l'humanité. Et le monde doit réaliser et comprendre que pour changer le cours de l'histoire et apporter la paix et un avenir meilleur à la région, il doit soutenir Israël dans sa bataille contre ses ennemis. Un an après ces attaques terroristes, Israël est en guerre sur 7 fronts, contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban, mais aussi contre les Houthis du Yémen et demain peut-être l'Iran. Une guerre à huis clos à Gaza qui a fait plus de 40 000 morts en 12 mois dans une enclave palestinienne qui subit l'une des pires crises humanitaires de la planète. 7 octobre, un an de guerre. On prend le temps d'en Parlons-en aujourd'hui, de revenir sur ce 7 octobre qui a traumatisé un pays, changé le cours de l'histoire dans ce Proche-Orient sur le feu, mais aussi pour la marche du monde. Premier volet d'une série d'entretiens qui vont jalonner toute cette semaine. Aujourd'hui, 7 octobre, un an de guerre, au pluriel, avec Agnès Levallois et Guillaume Oda. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, et c'est parti. Bonjour Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous avez dirigé le livre noir de Gaza, publié au Seuil. Bonjour Guillaume Oda. Bonjour Pauline Paquet. Grand reporter, vous avez été correspondant pendant 4 ans à Jérusalem et notamment correspondant de France 24. Absolument. Vous signez 7 octobre, année 0, publié au Cherche Midi. 2 livres très différents, 2 points de vue très différents sur cette année de guerre au Proche-Orient. Et on trouvait justement très intéressant de confronter vos points de vue et la façon dont vous avez abordé ces 12 mois sur ce Proche-Orient sur le feu. On a 45 minutes devant nous pour tenter de faire le bilan de ce que nous avons vécu depuis un an et tenter de nous projeter dans cette deuxième année de guerre qui commence aujourd'hui. Avant de vous entendre toutefois, on va prendre la direction d'Israël. On va retrouver notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire, vous allez suivre pour nous toute cette journée du souvenir, journée de commémoration en Israël. Et vous faites avec les familles des victimes, Claire, cette route mémorielle qui est devenue un endroit très particulier. Bonjour Pauline. Oui, puisqu'il y a beaucoup de cérémonies différentes aujourd'hui le long de la frontière avec Gaza. J'étais tout à l'heure au festival Nova et je suis désormais au kibbutz de Nir Oz. Nir Oz, c'est l'un des kibbutz où il y a eu le plus de kidnappés. Ce sont environ 80 personnes qui ont été prises en otage, tandis que 20 à 27 personnes ont été tuées. Vous entendez derrière moi la cérémonie qui a lieu en ce moment même. C'est pour ça aussi que je ne parle pas trop fort. Il y a eu tout à l'heure une minute de silence et les Israéliens pleurent leur mort et surtout demandent la libération des otages puisque beaucoup des otages de Nir Oz sont aujourd'hui toujours à Gaza. Comment, Claire, est-ce que les Israéliens se projettent dans les mois qui viennent ? Bien, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une journée de projection, c'est plutôt une journée de mémoire. Moi, ce que me disent les familles de ceux qui ont été tués ou ceux qui ont été pris en otage, c'est qu'ils se sentent toujours le 7 octobre 2023. Les gens disaient tout à l'heure au mémorial de Reim qu'il était presque inimaginable de penser qu'une année avait passé depuis ce 7 octobre 2023. Mais la réalité nous prend toujours, puisqu'on est très proche de la frontière avec Gaza et toute la journée, on entend ces tirs d'artillerie le long de la frontière, ces bombardements dans Gaza.
Gaza. À l'heure actuelle, il y a aussi des roquettes qui ont été tirées depuis Khan Younis. Les sirènes ont retenti à Tel Aviv. Israël est toujours en guerre à Gaza contre le Hamas, mais désormais plus seulement. Les Israéliens ont les yeux tournés vers le nord. Cette guerre avec le Hezbollah, ce qui a redoublé d'intensité ces dernières semaines, c'est certain que même si aujourd'hui c'est la journée de la mémoire, on sent aussi beaucoup d'inquiétude, d'anxiété dans la société israélienne quant à l'avenir. Mémoire et anxiété. Merci beaucoup Claire Duhamel depuis le kibboutz de Nir Oz. Je voudrais commencer avec vous deux, Agnès Levallois, Guillaume Oda, par une question peut-être un peu personnelle pour les spécialistes que vous êtes de cette région du monde. Agnès Levallois, quel sentiment vous habite ce matin, un an jour pour jour après la pire attaque terroriste qu'ait connue Israël ? C'est le mot de désastre qui me vient spontanément quand je regarde cette situation. Désastre après ce terrible massacre il y a exactement un an, et désastre à cause de la réplique d'une violence inouïe qui fait qu'on se demande vraiment vers quoi ce Proche-Orient va actuellement. Non seulement cette guerre à Gaza, les otages qui sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, une guerre qui s'est étendue au Liban, avec dans la ligne de mire des autorités israéliennes l'Iran, et donc un désastre absolu d'une région complètement meurtrie des deux côtés, côté israélien évidemment avec cet effet de sidération suite à ces attaques du 7 octobre, et drame pour la société palestinienne qui est complètement, alors là, détruite, ravagée, non seulement dans la bande de Gaza, mais on en parle moins aussi en Cisjordanie. Et donc un Proche-Orient qui ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant le 7 octobre, mais pour le pire, lorsque l'on voit l'ensemble des désastres, aussi bien à Gaza, je l'ai dit, mais qu'au Liban, et donc un sentiment aussi d'une fuite en avant terrible et qui laisse augurer des jours, me semble-t-il, en tous les cas, terribles, aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens et au-delà l'ensemble de ce Proche-Orient. Guillaume Oda, désastre, sidération, toujours un an après. Oui, et puis grande tristesse pour le reporter qui a été correspondant, notamment de France 24, vous l'avez rappelé, Pauline, qui a vécu 4 ans à Jérusalem, une ville de laquelle je suis tombé amoureux, une ville dans laquelle je me suis fait des amis, israéliens et palestiniens. Grande tristesse parce qu'en effet, ce 7 octobre 2023 a été une journée absolument atroce, l'attaque terroriste à grande échelle qui a sidéré parce que la brutalité a été totalement désinhibée, décomplexée, avec des massacres, forme de jubilation parfois, des innocents qui sont tués, sur lesquels on tire comme sur du gibier, des femmes qui sont violées, des maisons brûlées, des enfants qu'on abat devant leurs parents, et puis une année terrible qui s'en est suivie, une guerre qui au départ est une riposte légitime, mais qui se transforme peu à peu en quelque chose qui ressemble à une violence, à une vengeance, à une punition collective, avec là-bas, je mets les combattants du Hamas de côté, mais des femmes, des enfants, des vieillards, des innocents qui périssent sous les bombes israéliennes sans même que cette guerre n'ait trouvé une résolution pour le moment, parce que le Hamas, en réalité, à Gaza, il n'est pas mort, il respire encore. Les otages, Agnès en parlait, sont encore à l'intérieur de cette bande de Gaza. Et c'est ce qui fait qu'en Israël, on voit des images là, ici, et j'ai été sur ce site, ce qui fait qu'en Israël, les cicatrices sont encore ouvertes et que cette société israélienne, c'est pour ça que je suis triste également, elle n'a pas encore refermé ses plaies, quoi. Elles sont encore ouvertes parce que tout ça est lié, encore une fois, à cette question qui n'est pas résolue et qui, à mon avis, pour le moment, ne trouvera pas de résolution puisqu'Israël s'est engagé, je reprends les propos de Agnès, dans une forme de fuite en avant militaire avec des objectifs que ce pays cherchera à atteindre, mais dont on ne sait réellement s'ils le seront compte tenu des conditions dans lesquelles s'engage cette guerre contre le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Le 7 octobre, Agnès Levallois, c'est quoi ? C'est la fin d'une illusion. Denis Charbit utilisait le mot de déracinement. Le Hamas a déraciné l'idée chez les Israéliens que la paix, que la coexistence était possible, et chez les Palestiniens, pareil. Oui, mais je crois qu'il faut remonter un petit peu. Le drame de ce 7 octobre, c'est que pour beaucoup, tout a commencé le 7 octobre. Or, l'histoire, malheureusement, de ce Proche-Orient ne commence pas le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est de la façon la pire qui soit le retour de la question palestinienne que tout le monde avait voulu mettre sous le tapis, que plus personne ne voulait voir, que ce soit les Israéliens, que ce soit la communauté internationale. Et ça n'est en rien pour justifier, évidemment, le drame qui s'est passé le 7 octobre. Mais tout le monde s'est pris, en effet, boomerang, finalement, cette idée selon laquelle, cette question palestinienne, tout le monde s'était accommodé qu'elle disparaisse.
avec en plus la normalisation engagée par certains pays arabes avec Israël, sans que ça suscite beaucoup de manifestations à droite ou à gauche. Et donc tout le monde s'est accommodé de cela. Et du coup, c'est dramatique parce que cette question est revenue, mais comme je viens de le dire, de la pire façon qui soit, et avec un sentiment pour le Hamas de tenir maintenant en trophée cette cause palestinienne. Et beaucoup de Palestiniens n'ont aucune envie d'être pris dans cette histoire du Hamas, parce que beaucoup de Palestiniens ne sont pas pour le Hamas, même si effectivement certains considèrent que heureusement que le Hamas a réveillé cette cause, mais on voit bien que ce réveil ne peut pas permettre, en tous les cas pour l'instant, de transformer cela en une initiative politique qui permettrait de trouver une solution à ce drame vécu par les Israéliens et les Palestiniens. Au contraire, on est rentré dans un cycle de violence extrême avec un Premier ministre israélien que rien n'arrête, qui se sent toute légitimité à continuer dans cette voie-là, en sachant très bien que cette voie-là ne va conduire à rien, si ce n'est à une impasse mortifère et dramatique. La question de la contextualisation du 7 octobre, elle est intéressante. Elle a fait débat ici en France. On a reproché à nombreux spécialistes, dont vous êtes, Agnès Levallois, d'essayer de minimiser, je place du point de vue de la critique, de minimiser le 7 octobre en le remettant dans ce qu'il est en réalité. Le 7 octobre, c'est le choc de deux temporalités, cette journée singulière dans son horreur. Ouais. Et ce conflit qui a 75 ans. Mais évidemment, la réalité, c'est que ce 7 octobre, il est bien entendu connecté à une longue histoire de larmes et de sang versé. On en reviendra toujours au point fondamental. Encore une fois, Israël poursuit sa guerre à Gaza, on l'a dit. Israël engage une offensive contre le Hezbollah au nord, contre le Liban, peut-être même demain contre l'Iran de manière encore plus massive que ça n'est aujourd'hui. Et ça fait pas un an qu'Israël est en conflit avec mais un jour, les canons cesseront de tonner, très probablement. Les fumées se seront dissipées et on en reviendra encore une fois au problème de fond. Et le problème de fond, c'est quoi ? C'est le conflit israélo-palestinien qui devra trouver une résolution. Le problème étant que vous n'avez aucun interlocuteur aujourd'hui pour parler de paix, d'avenir possible. Pas du tout le Hamas, dont on peut imaginer qu'il a voulu remettre la question palestinienne sur la table. Peut-être qu'il a voulu balayer d'un revers de main les accords d'Abraham qui, effectivement, piétinaient ce que pouvait être l'avenir des Palestiniens sur l'autel du profit, du commerce entre Israël et un certain nombre de pays arabes, dont je note d'ailleurs qu'ils n'ont pas dénoncé cet accord. Moi, je pense que pour parler du Hamas 5 secondes, je crois qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre du poison qui a été instillé au sein de la société juive israélienne. Vous ne serez jamais à l'abri dans cet État refuge qui a été créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Ils sont millénaristes. Que demain ou dans 1000 ans, la Palestine, je les cite, soit libérée du fleuve Jourdain à la mer, peu importe pour eux. Et ils ont essayé de chercher, je crois, à briser ce socle, ce contrat social sur lequel s'est fondé cet État d'Israël, mais qui, pour partie, a été également brisé, et il faut le dire, par Benjamin Netanyahou, qui s'est accommodé de ce Hamas à Gaza, avec lequel il a permis, encore une fois, d'asseoir une forme de dessein divisé pour mieux régner, un Hamas à Gaza qui contrôle son précaré, cette prison à ciel ouvert, et puis cette Cisjordanie qui pourrait être un embryon d'État palestinien dont il ne veut pas. Voilà pourquoi je dis qu'en fait la paix est impossible et qu'il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui, qu'il faudra nécessairement se projeter vers l'avenir en espérant encore une fois qu'un cessez-le-feu intervienne le plus rapidement possible pour que ça pave la voie vers une discussion qui doit ouvrir un chemin de possible. Agnès Levallois, pour reprendre ce que Guillaume Oda disait à l'instant, est-ce que le 7 octobre, le Hamas a véritablement voulu remettre la question palestinienne au premier plan, ou est-ce qu'il a voulu détruire d'abord, ou est-ce que les deux sont coexistants? Coexistants, mais c'est vrai que vraiment l'objectif du Hamas, c'est face à ce rouleau compresseur en face israélien, mais aussi de la communauté internationale qui avait complètement abandonné toute possibilité, toute envie de tenter de régler cette question, eh bien, se sont dit, mais ça n'est plus possible de rester dans cette impasse. Et c'est vrai que les accords d'Abraham étaient vraiment l'élément vraiment qui a incité le Hamas, me semble-t-il, à réagir, parce que ça venait aussi après le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le fameux deal du siècle de Donald Trump. Toute la politique de Donald Trump vis-à-vis du Proche-Orient, à mon avis, est une des conséquences de ce qui se passe aujourd'hui.
Mais quand on va tuer des kibbutzim de gauche qui sont pour la paix, quand on va tuer des jeunes filles qui dansaient dans un festival de musique électronique, à quoi on s'attaque ? Non, mais évidemment que la façon de faire du Hamas a été, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait ça de la pire façon qui soit, avec un résultat qui ne peut être que catastrophique pour les Palestiniens, non seulement pour les Israéliens, mais pour les Palestiniens eux-mêmes, puisque cette stratégie a consisté, d'ailleurs, c'était quand même une opération qui a été préparée de longue date. Donc on voit bien que cette idée du Hamas de s'imposer par la force en menant une opération aussi terrible soit-elle, faisait partie de l'idée sur laquelle il fallait absolument faire quelque chose, que l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie est complètement délégitimée et considérée par beaucoup de Palestiniens comme étant vraiment la force de police des Israéliens, c'est-à-dire faisant le sale boulot que les Israéliens ne veulent pas faire pour gérer les opposants en Palestine. Donc le Hamas s'est lancé là-dedans en sachant très bien que la réaction d'Israël serait extrêmement forte. Est-ce qu'ils avaient mesuré que ce serait aussi fort ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, sans tenir compte effectivement du ravage que ça provoquerait aussi sur la société palestinienne elle-même. Guillaume, dans votre livre 7 octobre, année zéro, vous avez voulu raconter cette année terrible. On ne sait plus comment la qualifier à hauteur d'hommes et de femmes. Et vous avez eu des entretiens et avec des Palestiniens et avec des Israéliens. Côté israélien, on entend souvent depuis un an que... ils ont l'impression qu'on n'a pas pris le temps de mesurer l'ampleur de ce qu'a été ce 7 octobre, qui a été balayé en quelques heures par une autre ampleur, celle des bombardements israéliens à Gaza, et qu'on n'a pas collectivement laissé le temps et la place de ce traumatisme-là. Le problème, c'est qu'en fait, on est dans une situation donc, qui va extrêmement vite, qui continue aujourd'hui à produire des bouleversements. Et très vite, pour ce qui concerne Israël, les politiques et ceux qui sont au pouvoir se sont emparés aussi du ravage très profond au sein de la société juive israélienne qui a produit ce 7 octobre 2023. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les souffrances. Je pense que l'humanisme ne choisit pas ses morts. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller à un moment donné, comme chez les Palestiniens, mais également chez les Israéliens, aller sonder, encore une fois, les sources de ce traumatisme. Et il est vrai, et notamment à la rave party, puisque j'ai été rencontrer un certain nombre de jeunes rêveurs là-bas qui dansaient, certes, sur les pentes d'un volcan qui allait entrer en éruption. C'est un peu l'histoire de deux jeunesses qui se mirent à travers une vitre sans teint. Un certain nombre de jeunes rêveurs et d'Israéliens avaient oublié les Palestiniens pour lesquels c'était des abstractions. À quelques centaines de mètres de la barrière de sécurité. Et puis tout à coup, cette vitre sans teint, elle se brise dans les proportions qu'on connaît et elle crée un traumatisme très profond. Il faut essayer d'imaginer qu'en réalité, ces jeunes-là, Israéliens, juifs, ils ont été reconnectés à quelque chose qui est de l'ordre de l'Holocauste, du pogrom, de ce que appelle comme ça, de la Shoah, et que Israël, dans son ensemble, a été reconnecté par écran interposé, par TikTok, par Instagram, par X, à cette espèce d'holocauste, encore une fois, cette Shoah, ces pogroms, ce retour du refoulé. Et ça a produit un traumatisme immensissime au sein de cette société qui n'a pas compris, encore une fois, que au-delà des frontières d'Israël, on ne comprenne pas à un moment donné à quel point tout cela allait modifier, mais en profondeur, la psyché de cette société qui fait corps avec son armée et qui n'a eu qu'une idée, c'est de se venger dans un premier temps. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'émotions comme la cruauté, comme la vengeance, comme la haine, et en l'occurrence du Palestinien, qui auraient dû rester confinés à un espace privé, mais qui tout à coup ont été sortis par un certain nombre de ministres et ministres d'extrême droite totalement fanatisants, Ben Gvir, Smotrich notamment, qui appartiennent à cette coalition. Ces sentiments-là ont été sortis de l'espace privé et ont irriguer l'espace public, à tel point que lorsque vous êtes fantassin, combattant à Gaza, dans l'armée israélienne, et qu'à un moment donné, vous pointez votre canon sur une cible X ou Y, ces discours publics qui ne sont pas sanctionnés au plus haut niveau de l'État, ils finissent par, effet de ruissellement, par irriguer jusqu'au bout de votre canon, pardonnez-moi l'expression, et vous tirez dans le tas. Véritablement, je le dis avec des pincettes parce que c'est extrêmement dramatique. Mais il faut comprendre qu'elle en est là, cette société israélienne, et je pense malheureusement, qu'elle est conduite par un certain nombre de politiques irraisonnables dans la mesure où ils instrumentalisent encore une fois des émotions qui auraient dû rester confinées à l'espace privé. Agnès Levallois. Ce que je voulais ajouter, parce que tout ce que vient de dire Guillaume est très très juste. Moi, ce qui me frappe en travaillant quand même sur cette région maintenant depuis des années, c'est de voir à quel point les Palestiniens, au fil des années,
était devenu complètement invisible aux yeux de la société, d'une partie de la société israélienne. C'est-à-dire que les Palestiniens n'existaient plus. Les Palestiniens étaient parqués derrière des barrières. À Gaza, derrière la barrière de sécurité, et en Cisjordanie, derrière ce mur qui a été érigé pour limiter les possibilités d'attentats en Israël. Et vraiment, au fil des années, parce que ça, c'est un phénomène qui remonte maintenant depuis un certain temps, il y a eu ce phénomène que j'appelle d'invisibilisation des Palestiniens et qui conduit à quoi ? Qui conduit à une déshumanisation des Palestiniens. Et du coup, le choc a été d'autant plus terrible le 7 octobre de s'apercevoir que ces Palestiniens, ils étaient encore là et qu'ils étaient capables de faire quelque chose d'atroce, de mener ces massacres. Et du coup, la société israélienne s'est pris en pleine figure, se dire, mais ils sont là, mais ce sont plus des êtres humains. Et rappelez-vous cette expression du ministre de la Défense qui a parlé d'animaux humains. Et donc, cette expression va tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire, à savoir de cette déshumanisation. Et à partir du moment où on est dans cette déshumanisation, eh bien, la réplique, la riposte, et il est évident qu'Israël avait le droit de réagir pour sa sécurité après, mais dans des proportions où on considère que les Palestiniens n'étant pas des êtres humains, on peut conduire des opérations à grande échelle, on peut tuer au minimum 42 000 personnes, et le chiffre doit sûrement être multiplié par 2 ou par 3. Et finalement, ce sont des nombres qu'on répète toute la journée, mais sans que ce soit connecté à des personnes qui sont tuées aussi dans ces bombardements. La question de l'empathie, elle est fondamentale. Guillaume, vous disiez à l'instant que les Israéliens se sont sentis privés de l'expression à l'étranger d'une empathie vis-à-vis de ce qui leur arrivait. Est-ce qu'elle explique aujourd'hui l'absence d'empathie exprimée par la majorité des Israéliens aujourd'hui vis-à-vis de la situation à Gaza ? On a le sentiment... comment est-ce que cette société... Est-ce que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui a une place dans la psyché, dans la tête de la société israélienne ? Très honnêtement, non. Je crois qu'ils ne le voient pas, les images ne sont pas. D'abord, la télé est en guerre en Israël, c'est-à-dire qu'elle ne montre que les opérations militaires, les combats. On voit très peu de victimes civiles innocentes palestiniennes. On voit des champs de ruines, on voit Gaza dévasté, on voit les opérations au sud Liban, mais on ne voit pas des hommes et des femmes, encore une fois innocents, hors combattants du Hamas et membres du Hamas, mais des gens qui menaient une vie tout à fait classique, vivre dans le dénuement le plus total. Ça, les Israéliens en sont privés parce que la télévision là-bas, elle est en guerre, elle accompagne l'effort de guerre israélien. Après, on regarde aussi ce qu'on veut regarder. Et ça, c'est un point fondamental que vous soulevez, Pauline. Vous savez, j'ai discuté avec une chercheuse israélienne qui, elle, en fait, creuse les réseaux sociaux. C'est une arabophone. Elle va écouter la conversation palestinienne, elle va écouter la conversation à Gaza, la conversation en Syrie, etc. Et elle voit bien ce qui se dit également sur les réseaux palestiniens. Elle s'interroge également sur les images. Et ce qu'elle me disait, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, et quel que soit le côté duquel on se trouve, on vient chercher et toujours et en permanence des images qui viennent renforcer nos propres identités politiques. C'est-à-dire que vous le voyez vous-même sur vos fils Instagram et TikTok. Vous voyez ici quelqu'un plein de compassion pour les otages qui sont aussi des innocents et qui sont encore à Gaza. Et puis la story d'après, c'est quelqu'un qui montre un enfant sorti des décombres. Encore une fois, ces images, elles viennent renforcer nos identités politiques et on vient chercher ce qui, encore une fois, nous conforte dans nos positions. Et la réalité, c'est qu'en ce moment, la société israélienne elle a peu d'empathie en réalité pour ce qui se passe là-bas. J'ai interrogé un journaliste qui disait, mais dans une tentative d'introspection extrêmement authentique et profonde, j'ai moins d'empathie pour la faim à Gaza que pour mon chat qui meurt de faim en février, on était en hiver. Vous voyez, c'est ça, là où on en est. Et j'en termine par là. La société israélienne qu'on voit manifester, par exemple, dans les rues de Tel Aviv, elle ne demande pas tant la paix plutôt que la fin de la guerre pour récupérer ses otages. C'est ça. On se souvient de Joe Biden quelques heures après le 7 octobre. C'était une déclaration extrêmement forte qui disait à Benjamin Netanyahou et au gouvernement israélien: ne faites pas l'erreur que nous avons faite après le 11 septembre. Ne soyez pas dominés par un esprit de vengeance et de revanche, ayant en tête bien sûr ce que ça a coûté aux Américains et au monde après le 11 septembre. Pardon pour la naïveté de ma question, mais à quel moment la riposte israélienne, aussi légitime elle était après le 7 octobre, on l'a connu ici en France, après les attentats de novembre 2015, et on n'oublie pas non plus ce qu'on a fait en Irak et en Syrie, à quel moment cette riposte est devenue illégitime ?
Elle est devenue illégitime, me semble-t-il, au moment où finalement Israël a laissé tomber l'idée de faire revenir ses otages et rentrer dans une logique de destruction totale de la bande de Gaza. Et à quel moment vous le situez dans le... Très difficile, parce qu'en fait, dès le départ, Netanyahou était convaincu que c'était... Alors là, je vais peut-être dire quelque chose qui va faire bondir, mais finalement, avec ses ministres d'extrême droite, a trouvé l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec la question palestinienne. Et donc, ces massacres du 7 octobre ont aussi été récupérés par cette partie de l'extrême droite israélienne, et je fais bien la distinction entre Israël, le gouvernement, enfin les autorités et ce gouvernement d'extrême droite, qui a vu là vraiment l'occasion, eh bien on va en finir. Et à partir de là, toute la stratégie a consisté à bombarder de la façon la plus forte soit-elle, pour non seulement atteindre les responsables du Hamas, mais détruire complètement cette bande de Gaza et sa population. Et quand on voit le résultat, finalement, 1 an après, on voit bien que c'est ça la stratégie qui est en place, avec des ministres dont parlait Guillaume, Smotrich et Ben-Gvir, qui ont dit il est temps de finir le travail de 48. Le travail de 48, c'est quoi? Les Palestiniens qui sont partis lors de la création de l'État d'Israël, mais il leur reste encore un certain nombre, et donc il faut définitivement les faire partir de cette terre, puisque si le Hamas veut un État palestinien de la mer au Jourdain, les Israéliens de cette extrême droite et les colons veulent exactement la même chose pour leur État, pour cet État juif au sein duquel les Palestiniens n'ont aucune place. Donc on est vraiment dans une situation absolument dramatique. Et moi, je pense, alors pour trouver une date précise, je serais incapable de vous la donner, mais dès le départ, il y a eu cette idée finalement de la part de Netanyahou et de son ministre de la Défense, Galland, appuyé en cela par de l'extrême droite, de se dire, eh ben, yallah, si je puis dire, on y va et rien ne nous arrêtera. Guillaume, en quelques mots, parce qu'après on va marquer une courte pause. Mais vous voyez où tout cela est cynique, c'est-à-dire que du côté du Hamas, on ne cherche pas nécessairement la conclusion d'un cessez-le-feu. Le Hamas savait qu'il exposerait sa population à une telle riposte. Je pense que le Hamas a sous-estimé la brutalité d'Israël, qui appartient après tout au même espace géographique, le Proche et le Moyen-Orient. Je ne vais pas faire de déterminisme dans la brutalité. L'Europe a connu ça au siècle dernier, également en Ukraine et en Syrie. Sauf que pour M. Yahya Sinwar, qui est le chef suprême du Hamas, c'est là que j'en termine, les victimes civiles, et Dieu sait qu'elles sont en nombre, sont des sacrifices nécessaires. Je le cite, ça avait fait l'objet d'une enquête du Wall Street Journal. Donc on est dans une dynamique extrêmement cynique où les morts comptent finalement très très peu, et seul compte en réalité le destin politique de 2 hommes qui en réalité s'affrontent dans cette histoire, dans une guerre qui, à mon avis, est une guerre à mort. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de cette discussion. Restez avec nous. – 10h30 ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans Parlons-en avec Agnès Levallois. Rebonjour. Bonjour. Vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous avez dirigé le livre noir de Gaza publié au Seuil. Et rebonjour Guillaume Oda, grand reporter. Vous avez été correspondant pendant plusieurs années à Jérusalem, notamment de France 24. Et vous signez 7 octobre, année 0, publié au Cherche Midi. Émission bien sûr consacrée à cette première année après le 7 octobre et cette guerre qui rentre à Gaza dans cette deuxième année. Je voudrais qu'on parle, puisque Guillaume, c'est notamment ce que vous faites dans votre livre, raconter cette année atroce, si on peut dire, à hauteur d'hommes et de femmes. Dans cette affaire hautement géopolitique, il y a d'abord des hommes et des femmes et des enfants. 1200 morts tués ce 7 octobre en Israël par les commandants du Hamas et leurs alliés. Plus de 41 000 morts à Gaza, des militants bien sûr, des combattants, mais aussi des civils. À la différence, Agnès Levallois, et c'est fondamental, des victimes israéliennes dont on voit les portraits qui sont bien sûr affichés sur les différents lieux des attaques du 7 octobre. On connaît leur histoire, on connaît leur identité, on les a enterrés. Pour la plupart, sauf bien sûr, on n'oublie pas les otages dont les corps pour certains sont encore à Gaza. On ne connaît pas, dans leur immense majorité, ni les noms, ni les histoires des victimes gazaouis. Et oui, et c'est vrai que là, il y a vraiment
Quand je parlais tout à l'heure des déshumanisation des Palestiniens, eh bien, on le voit bien aussi dans la façon de traiter ce conflit. Alors, c'est vrai que les chiffres, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas faire une comparaison parce qu'il n'y a aucune... C'est monstrueux de rentrer dans ce genre de débat. Mais Ils s'additionnent. Qui s'additionnent, absolument. Mais il y a vraiment une volonté claire et c'est aussi une des caractéristiques de ce conflit. Le fait d'interdire l'entrée de la bande de Gaza à des journalistes, à des observateurs internationaux, et c'est ce qu'on documente dans ce livre noir de Gaza, eh bien, on voit bien qu'il y a une volonté, effectivement, surtout de ne pas raconter ces histoires. Donc, il y en a certaines qui sortent quand même, puisqu'il y a des journalistes gazaouis sur place et qui, effectivement, documentent et nous font part de certains récits de personnes, de Gazaouis qui sont blessés, estropiés à vie, qui meurent. Mais il n'y a pas la même possibilité de documenter puisque ce territoire est complètement interdit d'accès. Et ça, c'est vraiment un élément caractéristique de ce conflit qui est qu'on ne peut pas documenter exactement comme on l'aimerait, comme tout journaliste aimerait pouvoir aller sur place pour se rendre compte de ce qui se passe. Je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur les images que l'on voit derrière vous, Agnès Levallois. C'est vrai que on pourrait penser que ce sont des images dites d'illustration, mais il faut regarder cette image, prendre l'ampleur du niveau de destruction de Gaza. Je crois 60% des infrastructures de l'enclave palestinienne ont été détruites en un an. Et Guillaume, effectivement, Agnès le rappelait à l'instant, ce qui est saisissant, mais ce qui est peut-être inédit dans l'histoire moderne, c'est que ce territoire, cette enclave, en un an, outre les travailleurs humanitaires qui ont, pour certains, risqué leur vie en allant continuer à travailler à Gaza, personne n'est entré à Gaza, aucun observateur étranger, aucun reporter, à l'exception d'une équipe américaine, mais qui était... mais il faut le dire, ça. Il y aura bien un moment où quelqu'un rentrera dans Gaza. C'est extrêmement important. Alors d'abord, quand on entrera dans Gaza, j'ose à peine imaginer ce qu'on y découvrira. Ici, là, sur vos images, on voit vraiment l'ampleur des destructions. Et puis derrière ces destructions, il n'y a pas que des habitations, il n'y a pas que des immeubles dans lesquels vivaient des gens. Il y a aussi des jardins d'enfants, il y a aussi des écoles. Il y a aussi les tunnels du Hamas, on n'oublie pas non plus. Il y a les tunnels du Hamas, il y a des hôpitaux. Mais je voulais insister simplement, moi, sur les écoles et sur les universités, parce que ce sont des lieux d'apprentissage, ce sont des lieux de savoir, ce sont des lieux de lumière. Moi, il y a des Gazaouis qui me disent, mais en fait, on nous a transformés en un peuple de maçons. Il faut des maçons dans une vie, il faut des boulangers, des infirmiers, des infirmières, il faut des ingénieurs en électronique, il faut des médecins, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire Gaza. Le problème étant que il n'y a plus de structure qui puisse à un moment donné offrir un peu d'espoir à des parents qui voudraient élever leurs enfants en conditions de dignité, de savoir, de lumière. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, pour revenir sur votre question, oui, moi, je suis reporter, j'étais à Gaza des dizaines de fois. La bande de Gaza que j'ai connue, je la reverrai probablement plus jamais de ma vie. Ce territoire est fermé et ce que soulevait Agnès, il y a un enjeu de narratif, il y a un enjeu d'histoire. Il est toujours important de raconter des histoires. Encore une fois, moi, je ne fais pas d'hiérarchie dans les souffrances et j'ai été très heureux d'aller écouter les colères sourdes, les souffrances sourdes et puissantes des Israéliens qui m'ont raconté à hauteur d'hommes et de femmes, comme vous dites, ce qu'ils avaient au fond du cœur. Je voudrais pouvoir faire la même chose également à Gaza, parce que là aussi, il y a des enjeux d'histoire. Et regardez les images qu'on voit systématiquement, encore une fois, c'était un enfant qu'on sort des décombres, c'est un homme ou une femme qu'on opère à même le sol dans un hôpital dans des conditions de précarité immenses. Mais c'est pas une histoire, ça. C'est pas un nom. C'est juste, en fait, une image et à peine un numéro qu'on oublie aussi vite qu'on scrolle sur Instagram ou X. Et là, il y a quelque chose, en fait, sur lequel il faut interroger, qui interroge notre éthique, notre morale, mais aussi notre honneur de démocrate. Israël, c'est un État de droit. Israël, c'est une démocratie, mais qui pour autant maintient fermée cette enclave dans laquelle on ne peut pas raconter des histoires à hauteur d'hommes et de femmes. Et je prends pour exemple ce qui est en train de se passer au Liban en ce moment. Israël attaque le Hezbollah au sud du Liban. Le Liban est un territoire ouvert dans lequel les reporters, les humanitaires vont pouvoir entrer et documenter et raconter des histoires. Dans lequel le Hezbollah mène sa propre guerre de communication. Dans lequel aussi, le Hezbollah mène sa propre guerre de communication. Et à Gaza aussi, le Hamas mène sa propre guerre de communication. Soyons lucides. Mais le travail d'un reporter, justement, c'est de faire la balance entre le pour et le contre, d'être dans l'équilibre, de savoir quelles sont ses sources, de les croiser et de ne pas être systématiquement embed avec un camp ou l'autre et d'avoir un peu de hauteur sur tout ça. Pour le moment, on en est privé. Embed voulant dire les équipes de reporters embarqués qui vont embarquer avec l'armée. Tel ou tel groupe terroriste ou telle armée régulière. Les images que l'on voyait à l'instant sont celles de Beyrouth, où l'armée israélienne, le sud de Beyrouth, où l'armée israélienne poursuit ses frappes après un week-end très sanglant contre le Hezbollah.
Est-ce qu'on mesure, Agnès Levallois, en Cisjordanie, à Gaza, dans le sud du Liban, pour certains aussi en Iran, le degré de colère qui monte depuis un an maintenant, alimenté par ce sentiment précisément de double standard dont on a beaucoup parlé depuis un an, l'indifférence, voire l'impuissance de la communauté internationale? Est-ce qu'on mesure le degré de colère qui est en train de monter, mais qui n'en finit plus de monter? Est-ce que ça peut donner? Ce sentiment est absolument vertigineux, puisque effectivement on voit bien que la violence de la réaction israélienne est telle que les Palestiniens, alors de Gaza, se sentent de toute façon complètement abandonnés, livrés à leur sort. Quand on voit la difficulté simplement de l'aide humanitaire à pouvoir rentrer dans la bande de Gaza, et avec le sentiment que les pressions ne sont pas suffisantes sur Israël pour permettre simplement à la population de Gaza de survivre. Je ne dis même pas de vivre, mais de survivre. Quand on voit les quelques camions qui rentrent par jour, ne permettent pas à cette population de vivre. Donc les Gazaouis, je crois qu'ils ne sont même pas dans de la colère, ils sont dans un état, là aussi, terrible. Comment survivre, comment arriver à nourrir mes enfants. Et donc, je crois que la colère viendra après, et elle risque d'être terrible. Et je crains qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on soit en train de former des générations de jeunes Gazaouis qui seront sûrement beaucoup plus radicaux que ne l'est le Hamas, si c'est possible, en raison de la violence subie par ces enfants et ces adolescents qui voient leurs parents mourir. Un nombre d'orphelins absolument saisissant. La majorité des victimes, ce sont quand même des enfants. L'UNICEF a documenté, et ça fait partie aussi des documents qu'on a mis dans ce livre noir de Gaza. En Cisjordanie, la situation, on en parle beaucoup moins, mais est aussi catastrophique parce qu'il y a un comportement complètement décomplexé de la part des colons qui sont complètement soutenus par leurs ministres qui sont au gouvernement, des colons qui ont été armés depuis le 7 octobre pour faire des descentes dans des villages palestiniens. Et encouragés à continuer de construire pendant que la guerre se poursuit à Gaza. Continue à se développer comme si de rien n'était. Et au Liban, qui maintenant est touché de façon dramatique, comme on l'avait jamais vu, avec déjà 2000 morts en très peu de temps. La colère aussi. Et là, ça est en train même de ressouder les rangs au Liban. Une partie de la population très critique à l'égard du Hezbollah, qui pouvait être content dans un premier temps que son chef, Hassan Nasrallah, soit tué. Mais face à la violence de la réaction, eh bien, on peut aussi imaginer et craindre ce que ça va produire. Et là aussi, qu'est-ce que ça va former pour des jeunes, des adolescents qui assistent à ce spectacle avec le sentiment de toute façon qu'une fois encore, dans le monde arabe, juste ou non, mais les perceptions, on le sait, sont extrêmement importantes, de ce 2 poids 2 mesures auquel vous pensiez. Et moi, j'étais frappée ces derniers temps, moi qui continue à aller beaucoup dans la région, au Liban en particulier, de voir à quel point cette idée de 2 poids 2 mesures refait surface avec une vigueur face au comportement de la communauté internationale. Ouais, des dirigeants du monde arabe, je pense pas nécessairement au Liban, mais qui ont aussi, pour des raisons qui leur sont propres, chacun dans leur pays aussi instrumentalisé ce conflit israélo-palestinien. A toujours été instrumentalisée par les pouvoirs, et là il faut faire une grande distinction entre les pouvoirs et les sociétés qui soutiennent la cause palestinienne, et les pouvoirs qui eux sont très contents de voir le Hamas mis de côté et le Hezbollah affaibli. D'ailleurs, ces pays arabes, on les a quand même pas beaucoup entendus depuis un an sur la scène internationale, au-delà des discours. Vous me corrigez si je me trompe, Agnès Levallois, vous parliez d'honneur tout à l'heure, Guillaume Oda. Quel honneur, celui de la communauté internationale, qui d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait au début de cet entretien, pour recontextualiser ce 7 octobre, la communauté internationale semble aussi impuissante aujourd'hui à arrêter le bras, et les Américains en premier lieu, de Benyamin Netanyahou, qui ne l'était, à faire adopter les résolutions prises par le Conseil de sécurité sur les colonies. En fait, tout ça est aussi dans la prolongation de ces 70 dernières années. Et le problème, c'est qu'on on assiste à quelque chose de l'ordre de la fuite en avant militaire. On a le sentiment que tout est figé à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Donc ça, c'est un premier point. Et on voit bien que M. Netanyahou, qui a des objectifs militaires, encore une fois, éradiquer, comme cela a été dit, le Hamas, sortir les otages, mais pour le moment, ces objectifs n'ont pas été atteints à Gaza, permettre aux citoyens israéliens de retrouver leur foyer au nord. Mais pour le moment, est-ce que cela sera atteint si, encore une fois, le Hezbollah, c'est quand même une organisation qui est aguerrie et qui a combattu en Syrie au soutien de Bachar el-Assad, qui est revenu avec beaucoup d'expérience et qui offrira très probablement une âpre résistance aux soldats israéliens, lesquels ne sont pas sûrs pour le moment
moment, je ne le sais pas, de réaliser ou d'atteindre leur objectif. Mais je dirais qu'en fait, M. Netanyahou, il essaye de capitaliser politiquement et ça fonctionne. S'il efface le Hamas d'un côté et qu'il s'attaque au Hezbollah de l'autre, et il a décapité le Hezbollah d'une certaine manière avec Nasrallah, il est au plus haut dans les sondages. Mais je pense qu'au-delà de ça, il a l'intention, M. Netanyahou, de transformer cette faillite absolue, cette faillite sécuritaire qui a été le 7 octobre, en une sorte de triomphe stratégique, évidemment à son avantage, en redéfinissant l'équation régionale, en disant ordre nouveau, c'est d'ailleurs le nom de l'opération, ordre nouveau, nouvel ordre. Mais les gens qui se sont essayés, et je pense aux Américains, à redessiner le Proche et le Moyen-Orient, on a tous en tête 2003 et l'invasion de l'Irak par les Américains, ça a donné quoi 10 ans plus tard? Vous en parliez tout à l'heure, l'État islamique avec des attentats monstrueux au Proche et au Moyen-Orient, et évidemment en Europe, on pense au Bataclan, aux terrasses, on pense à Nice, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est un pari à très haut risque et dont on ne sait véritablement où il va et si les Israéliens auront les moyens à un moment donné de parvenir à atteindre leurs objectifs. Pardonnez-moi, dans la mesure où il n'y a pas d'objectif politique. L'après-fumée, l'après-canon, on ne les voit pas, on ne sait pas où ça va tout cela. Quand Emmanuel Macron, Agnès Levallois, dit ce week-end, ça lui a été reproché à la veille des commémorations du 7 octobre, dit qu'il faudrait arrêter d'armer Israël. Mais comment comprendre une phrase pareille quand on sait que les Américains sont sur cette ligne de crête depuis un an, continuer à armer Israël tout en appelant timidement de ci, de là au cessez-le-feu, ça paraît incompréhensible. En fait, la déclaration du président Macron est arrivée au pire moment. La veille des commémorations, de dire ça, je pense que ça n'avait, à mon avis, absolument aucun sens, si ce n'est à s'attirer les foudres, évidemment, d'Israël. Je pense que cette déclaration était beaucoup plus adressée aux Américains qu'à quiconque d'autres, puisque les Américains, effectivement, d'un côté disent qu'ils veulent un cessez-le-feu, et de l'autre côté continuent à armer Israël. Donc là, de toute façon, il y a une position qui n'est pas tenable et qui est absurde, d'autant plus qu'on voit bien, et c'est ce que disait Guillaume, qu'il y ait une guerre, c'est une chose, mais s'il n'y a rien qui se dessine pour la suite, eh bien, on n'est que dans un rapport de force. Ce qui est frappant dans ce conflit, c'est que Netanyahou s'est installé dans un rapport de force, de rétablir une dissuasion mise à mal par les attentats dramatiques du 7 octobre. Et le seul langage qu'il connaît et qu'il veut mettre en œuvre, c'est ce langage de la violence, de la force. Et effectivement, il est plus fort que tous les autres, puisqu'il a ce soutien américain. Et quels que soient les appels au cessez-le-feu de Biden, ce qui est le plus important pour lui, finalement, c'est de continuer à recevoir des armements. Et on a le sentiment quand même que Netanyahou, passez-moi l'expression, mais balade les Américains, les humilie pratiquement en faisant exactement l'inverse de tout ce que les Américains leur demandent de faire. Et on le voit bien maintenant avec l'histoire de l'Iran. Et donc on a un Netanyahou qui se sent tout puissant, surpuissant. Et à partir de là, pourquoi ferait-il la moindre concession politique? Pourquoi réfléchirait même-t-il à une solution politique? D'autant plus qu'il est tenu par son extrême droite qui a toujours dit qu'il était hors de question qu'il y ait un État palestinien et une solution politique. Donc il est que dans ce rapport de force, et là c'est un leurre terrible et ça nous promet des jours dramatiques, parce que comment peut-il imaginer éliminer tout le Hamas et éliminer tout le Hezbollah et mettre hors d'état de nuire l'Iran dans des conditions pareilles? Guillaume, en un mot, on a connu un moment de lumière, c'était à l'automne dernier avec ces échanges otages israéliens contre prisonniers palestiniens. Je ne crois pas depuis qu'on ait vu beaucoup de lumière. Ceux à qui vous avez parlé, israéliens comme palestiniens, est-ce qu'il voit un tant soit peu une once de... Très honnêtement, à hauteur... Bon, alors c'est minime, à hauteur d'hommes et de femmes, il y a un peu de lumière. Dans le livre, je cite un discours qui a été fabuleux, qui a été donné par Anwar el-Sadat en 1977 à la Knesset, le Parlement israélien à Jérusalem, devant 120 députés. Je le résume en quelques mots. Il dit, en gros, à ces députés israéliens, on n'envisagera jamais la sécurité d'Israël sans envisager la liberté des Palestiniens. Et inversement, il dit il n'y aura pas de liberté des Palestiniens sans qu'une sécurité absolue soit garantie à Israël. Et en y réfléchissant avec un peu de recul, le seul trophée que n'ait pas soulevé Israël, cet État qui a remporté toutes ces guerres, c'est celui de la paix et de la sécurité pour ses citoyens. Et Anwar el-Sadat, il a cette formule magistrale, et encore une fois, qui est quelque part prémonitoire, et il dit on ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Donc on a la feuille de route, on a ce discours, ce chemin il a été emprunté par Yitzhak Rabin et
et par Yasser Arafat. On s'en est détourné, mais on sait où aller pour en finir avec... Et il y a le plan de paix de la Ligue arabe en 2002 qui prévoyait la reconnaissance d'Israël et l'établissement d'un État palestinien qui a été rejeté par Israël à l'époque. La paix, ce sera le sujet de notre discussion de jeudi. Pour l'instant, ce sont les armes. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour cette discussion. Agnès Levallois, le livre noir de Gaza publié au Seuil que vous avez co-dirigé. Je vous invite à le lire. Ça fait état de ce qu'il se passe dans cette enclave dans laquelle on le disait tout à l'heure. On ne peut pas entrer depuis un an, en tout cas pas d'un point de vue indépendant. Guillaume Oda, 7 octobre, année 0, publié au Cherche Midi. Merci infiniment à tous les deux. Tout de suite, le grand format de Parlons-en qui revient sur cette journée d'horreur du 7 octobre. On se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure. We came to dance. People came to dance. Like, did it really happen? Were we really here? That everything really happened? To try to remember. Now it's all broken. I don't know what happened after we managed to get out, but... עם הפנים למטה כולם, עם הפנים למטה חמודי, הכל בסדר. الله أكبر. ايش؟ الله أكبر. بالجنة شباب. Ils sont rentrés par la plage avec des bateaux. Ils ont fusillé tout le monde. Et comme mon fils, il était assez intelligent, il a décidé de courir dans les toilettes de la plage avec ses 2 copains et les 2 soldats. Mais malheureusement, les terroristes les ont vus. Et ils ont fusillé mon fils. Direct, une balle sur la tête. Des jeunes garçons de 16 ans, 17 ans et 2 soldats. Personne n'est resté en vie. Yo! Yo, Hamasnikim! Hamasnikim! We're in the city of Sderot. There are many bodies and cars on the main road. هاي بوابته وقفوا غاد هاي بوابته وحش بيحنا وحش سنديلك روح. When we ran in here and the shooting started, I right away realized that we have to lock the door somehow. They tried to break this door open. I was shouting really loudly in Arabic and banging the door and beating it and trying and shouting and shouting and shouting. But they couldn't open it. We tried to call our family. They didn't answer on the phone. At some point, they answered us by text.
They told us that they're all together in the panic room, that they're scared, they're terrified, they hear gunshots all over, they hear the terrorists shouting, and they don't know if they'll survive, they don't know if they'll get out of this. תראו הסרוטים, תראו אנשים מקבלים יריות. ואנחנו תקועים בין רק המקום הבטוח פה ליד הטנק, ויש פה מנסים לעזור לאנשים עוד. וואו. We found out that he and his friend actually escaped from the massacre in the woods, but they ran with some other friends. They ended up in a bomb shelter. A group of terrorists arrived to this shelter and started to throw grenades and shooting into the shelter, murdering Einav, his wife, and kidnapping Or. Einav and Or has a 2-year-old son named Almog. And there were about 30 of these, young people at the festival who were smushed into this very small bomb shelter. Most of them were killed. Edja. At some point, someone answered with bad Hebrew and an Arab accent, and he said to the friend the word, he said he's kidnapped. And the last thing I heard was my youngest, who's 12, saying, "Don't take me, I'm too young." And that was it. The line went off and they were gone.